Bonjour Delphine. Bonjour. Pour Edmond de Rothschild Asset Management. Vous allez, Delphine, rendre votre verdict face au marché et le prononcer dans un instant. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Tout à fait. On vous écoute. Le départ de Manuro n'est pas seulement une réussite militaire ou judiciaire pour les États-Unis, c'est aussi un nouveau coup dur pour la Chine. Oh. Un nouveau coup dur, dites-vous, pour Pékin. Enfin, oui, c'est une tape sur les doigts pour Pékin ou c'est plus qu'une tape sur les doigts ? Ça dépend comment on regarde les choses, c'est-à-dire que le Venezuela, pour la Chine pour le Venezuela, c'était très important. C'est son premier créancier, c'est son premier client pour le pétrole. Alors que pour la Chine, le Venezuela était un partenaire parmi d'autres. C'est un coup dur, mais c'est un coup dur qui s'additionne à d'autres actions précédentes. On l'a vu en Argentine sur le soja, on l'a vu avec la reprise de contrôle sur le Panama, donc c'est un coup dur. Et c'est un coup dur, pourquoi ? Parce que le pétrole du Venezuela a été mis sous sanction et donc du coup la Chine s'arrogeait la place de premier client des productions pétrolières du Venezuela avec des importations qui représentaient plus de 50% de la production vénézuélienne à destination de la Chine. Et ces importations ont d'ailleurs été accélérées sur les dernières semaines, derniers mois, ce qui montre bien que la Chine avait quand même conscience de ce risque de perdre son fournisseur de pétrole. Ils avaient réalisé des achats préventifs de pétrole au cas où le régime Maduro tomberait. Ah oui, d'accord. Exactement. Bon. Et deuxième coup dur également, c'est parce que non seulement c'était un fournisseur de pétrole à bas coût, avec des prix d'achat qui allaient autour de moins 12 à moins 15 $ de décote, mais également en tant que créancier, la Chine prêtait au Venezuela, soutenait ce régime à bout de bras et se faisait payer en pétrole. Et en fait, la dette vénézuélienne envers la Chine en barils de pétrole est assez importante, avec 2 compagnies chinoises, mais également une compagnie russe qui se faisait payer en pétrole. Et ces stocks de pétrole qui sont préemptés par la Chine représentent un peu plus de 1% des réserves mondiales du Venezuela. Alors le Venezuela est un petit producteur de pétrole, mais est le premier pays en termes de réserves mondiales. Donc quand on parle de plus de 1% de pétrole préempté par la Chine, on voit que c'est un coup dur pour la Chine. Oui, coup dur pour la Chine. La question qu'on a aussi envie de vous demander, c'est est-ce que si le Groenland échappe à l'Europe, ce sera un très gros coup dur pour l'Europe ? Non mais attendez, on essaie d'anticiper les étapes suivantes parce qu'on se dit qu'il dit ce qu'il fait en fait, Donald Trump. Autant sur son premier mandat, il disait beaucoup et puis il reculait, c'était taco, franchement. Trump always chickens out. On a compris depuis quelques mois que là, c'est plus vrai du tout. Il fait ce qu'il dit. Alors, est-ce que sur le Groenland, imaginons, les États-Unis prennent le contrôle du Groenland, est-ce que ça, ce serait un game changer beaucoup plus important pour les marchés mondiaux ? Parce qu'on a vu que les marchés mondiaux, ils n'ont pas trop réagi, pas négativement, en tout cas, ce qui s'est passé au Venezuela. Est-ce que le Groenland, ce serait différent ? Le Groenland est important stratégiquement pour 2 raisons. La première, c'est pour les ressources stratégiques dont elle recèle, mais qui sont assez peu exploitées aujourd'hui. Et la deuxième, c'est parce qu'avec la fonte des glaces, on a une ouverture de routes maritimes. Et donc, quand Trump en appelle à la sécurité de l'État américain, c'est parce que il a peur des routes maritimes qui sont ouvertes pour la Russie et la Chine, et il veut reprendre le contrôle de ces routes maritimes. Oui. D'autres analystes nous disent également que Trump, dans un élan d'égo, voudrait aussi avoir une carte du monde avec l'hémisphère nord-sud américain. Relier les 2 pôles. Voilà, et relier les 2 pôles et faire un pays plus grand que le plus grand pays au monde. Voilà, puis après les 2 pôles, ce sera les 2 rives de l'Atlantique. Non, on se demande toujours où sera la fin, quoi. Bon, et imaginons donc, il a dit d'ailleurs hier Donald Trump qu'il s'en occuperait dans 2 mois du Groenland. Il a dit officiellement dans son avion, laissez-nous 2 mois encore pour nous occuper du Groenland. Imaginons les États-Unis prennent le Groenland. Est-ce que du point de vue des marchés, là pour le coup, on se mettrait en mode danger, risque, ou au contraire business as usual ?
Les alertes, elles ont été nombreuses. Si l'Europe n'a pas compris que les États-Unis n'étaient plus un allié, n'étaient plus un bouclier militaire pour l'Europe, là, finalement, elle le comprendrait de facto. Si l'Europe n'a pas compris que les instances internationales et les juridictions internationales ont perdu du poids face à la politique de Trump, là, elle le comprendrait de facto. Maintenant, au niveau des marchés, encore une fois, le Groenland est assez peu exploité, donc il y a peu d'entreprises, à mon sens, qui seraient affectées par une telle intervention. La question, c'est quelle image les marchés se feraient-ils de l'Europe si effectivement les États-Unis parvenaient à prendre le contrôle du Groenland? C'est une phrase que j'ai vue passer ce matin. L'histoire réalise en ce moment un effort immense pour réveiller les Européens. Si l'histoire cette fois n'y parvient pas, ça signifierait que les Européens ne sont pas en train de dormir, mais qu'ils sont dans le coma. C'est un peu dur, mais c'est un peu cruel. Mais c'est pas faux, c'est la réalité qui est cruelle. L'Europe, qui est une construction assez récente dans l'histoire globale, l'Europe est encore en train de se chercher, de se construire, et il faut qu'elle montre les muscles. C'est pour ça que quand on a des plans européens de soutien de la défense, ça va dans ce sens-là. Quand on a un plan Draghi qui met toutes les voies pour un réveil, un sursaut de l'Europe, ça va dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe tarde à passer à l'action. Il y a eu quand même des velléités de stopper Trump sur ses attaques contre le Groenland et de mettre le haut là. Je ne pense pas qu'elle soit très écoutée par Donald Trump. Oui, effectivement. Pour 2026, du coup, on choisit quoi? Wall Street ou l'Europe quand on est investisseur? Alors, c'est difficile de sortir de Wall Street étant donné que ce sont des poids importants des indices, que les indices sont guidés par des flux vers les ETF et que les indices américains présentent encore, les actions américaines présentent encore de fortes marges, des croissances importantes avec le poids de la tech qui est toujours important. Donc, on ne délaisse pas les États-Unis. Nous, on y retourne même plutôt à chaque fois qu'il y a une petite correction sur les valorisations. On y retourne, on renforce un petit peu. Les États-Unis, on attend 15% de croissance des bénéfices, 16% de croissance des bénéfices l'année prochaine. Ça nous semble plutôt convenable avec des marges là encore très élevées. En Europe, les analystes... 16% de hausse des bénéfices encore attendus cette année, c'est joli, quoi. Ouais. Oui. En Europe, après 3 années de croissance bénéficiaire médiocre à zéro ou autour, les analystes voient une hausse des bénéfices de 15%. Et alors là, moi, j'ai un peu plus de doutes sur cette croissance des bénéfices. L'Europe, elle est moins chère que les États-Unis. Elle est avec des valorisations de PE autour de 17. Historiquement, c'est élevé pour l'Europe. Surtout que pour un investisseur étranger, quand il achète les actions européennes, il les paye avec un euro qui est plutôt fort. Donc la valorisation me semble pas, c'est pas les soldes sur les actions européennes. Néanmoins, il y a quand même des poches, des segments dans les actions européennes qui nous laissent très optimistes. À citer les petites capitalisations, les small caps, qui elles sont en décote, alors que ce sont des entreprises qui sont souvent sur des niches de marché, avec des marges plus élevées, avec des croissances très honorables, et qui normalement se traitent avec une surcote par rapport aux entreprises de plus grande capitalisation. C'est plus le cas depuis quelques années. Et puis le secteur de la défense, qui est toujours très porteur. Il a eu un petit coup de mou, ce secteur de la défense européenne, en novembre, et on en a profité pour renforcer ce secteur-là dans nos portefeuilles. Et également, un autre secteur qu'on trouve intéressant, c'est le secteur des matériaux de base, avec des minières, au-delà des minières aurifères, des minières sur des matériaux industriels. D'accord, ça c'est les 3 secteurs que vous privilégiez. Vous n'avez pas cité le secteur bancaire, non? Il a déjà suffisamment monté ou... Le secteur bancaire, il sera toujours bien orienté, on est toujours positif sur ce secteur-là. Néanmoins, il a quand même bien monté.
pas tant en valorisation, hein. Autant l'Europe, ça a été beaucoup une croissance de la valorisation en 2025. Sur le secteur européen, c'est sur le secteur bancaire en Europe, par contre, ça a été largement tiré par les résultats. Donc c'est une croissance plutôt saine sur les bancaires. Oui, l'Europe qui verra peut-être la BCE baisser ses taux ou pas cette année, hein, elle est toujours en mode statu quo pour l'instant la BCE. Il se trouve qu'on a eu les chiffres d'inflation en France et en Allemagne tout à l'heure pour le mois de décembre. Elle continue de ralentir l'inflation, elle tombe sous les 2% en Allemagne, à plus 1,8% sur un an en décembre et en France à peine plus 0,8. À plus 0,8, on est très loin de l'objectif de la BCE et pourtant la BCE ne compte pas baisser ses taux rapidement. Enfin, est-ce que là il y a une divergence qui commence à vous gêner ? Alors, moi aussi, je verrais bien la BCE baisser ses taux l'année prochaine. Je trouve qu'elle devrait le faire. Je ne suis pas sûre qu'elle le fera. Baisser ses taux parce qu'effectivement, ça fait déjà plusieurs semestres qu'on voit un reflux de l'inflation un peu partout en Europe et que l'on se dirige globalement vers les 2% d'inflation qui est la cible de la BCE. Néanmoins, je me mets à la place de la Banque Centrale Européenne et des petits pays de la zone euro. On vient d'intégrer la Bulgarie dans la zone euro au 1er janvier. La Bulgarie, c'est un pays qui a encore 5% d'inflation. En fait, on n'est pas tout seul. Et on pense à la France en bon français, avec moins de 1% d'inflation. On est plutôt l'exception que la règle. C'est-à-dire qu'il y a plus de pays qui sont au-delà de 2% d'inflation que de pays qui sont en dessous de 1%. Oui. Mais c'est à nous que ça fait le plus mal, du coup, de voir ces taux rester stables. C'est terrible pour nous, Français. L'Allemagne aussi voit son inflation un petit peu reculer. On en reparlera tout à l'heure dans la suite de BFM Bourse, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Delphine Arnaud, vous êtes gérante Edmond Rothschild Asset Management. Bon retour, Delphine.